Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian et pour ce 55e épisode de Fragments d'essence, je t'embarque avec moi en train direction Grenoble. Chef-lieu du département de l'Isère avec plus de 450 000 habitants dans son agglomération, Grenoble est la plus grande métropole des Alpes, ce qui lui vaut son surnom de capitale des Alpes. La première référence dans l'histoire remonte à 43 avant Jésus-Christ. Elle n'était alors qu'une bourgade gauloise du nom de Cularo. Et c'est petit à petit, notamment grâce à sa position stratégique entre Vienne et l'Italie, qu'elle se transformera en ville fortifiée, rebaptisée Gratianopolis. Quelques millénaires plus tard, la ville est devenue un carrefour dynamique, notamment par sa jeunesse. En 2021, 45% des habitants avaient moins de 30 ans, et à la réputation progressiste depuis la Révolution française. C'est également un haut lieu du sport, notamment les sports d'hiver depuis les Jeux Olympiques de 1968, et on comprend aisément pourquoi quand l'on voit les montagnes environnantes. En termes de gastronomie, Grenoble n'est pas à rougir non plus, notamment en ce qui concerne la noix de Grenoble, le bleu du Vercors Sassenage ou encore son fameux emmental. Et enfin pour ce qui est de ses rues et de son centre piétonnier, il est temps pour moi d'aller y flâner, à la rencontre des nombreux badauds venus ici pour visiter, ou peut-être tout simplement profiter du marché de Noël tout juste installé. Je te souhaite une belle écoute, et place au fragment d'essence. Nicolas, enchanté, moi c'est Florian. Alors Nicolas, est-ce que tu te rappelles le dernier compliment qu'on t'a fait? Le dernier compliment qu'on m'ait fait. Oui, je crois que ma chérie m'a dit que j'étais beau il y a quelques jours, quelques heures, je ne sais plus, mais ça devait être ça, le dernier compliment. Et la dernière critique? La dernière critique, oui, c'est quand j'ai pas répondu à un message d'une amie et qui m'a dit c'est pas bien de me ghoster, fais attention à tes amis. Voilà. Alors, j'ai une question pour toi de Béa et Pauline. D'accord. Qui te demandent à quel point l'affect a un impact sur ta vie. Vaste question. Ça a toujours un impact, hein. En vivant en société, après, qu'est-ce qui est entendu par affect? Si c'est les émotions, la façon dont on ressent les choses, le monde, etc., c'est omniprésent parce qu'on ressent, on est des êtres sensibles, donc rien ne peut nous laisser indifférents. Après, il faut aussi tempérer ça avec de la raison, de la recherche, de la connaissance, d'apprendre à gérer ses émotions et ses affects. Voilà. Est-ce que quand on est un homme, cet affect-là, il est plus difficilement ou moins exprimé? Alors moi je pense que ça c'est une question d'éducation et à mon sens et de socialisation en fait. Comment on socialise les garçons de leur enfance jusqu'à l'âge adulte mais ça peut
pense, pour certains hommes être plus compliqué, mais moi je pense que c'est nécessaire et qu'on ne peut pas faire sans les exprimer, nos affects. Donc moi, pour ma part, c'est pas quelque chose que je trouve compliqué. Une citation aussi de Pierre Rabhi à analyser, Oui. qui dit « La société changera quand la morale et l'éthique investiront notre réflexion Oui. ». Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je connaissais pas cette citation, mais effectivement, alors l'éthique, je suis plus d'accord que la morale. Pour moi, la morale, c'est un petit peu plus relié au bien et au mal, et je pense qu'il y a des nuances et qu'on peut pas apprécier les choses de façon manichéenne. Donc, je me méfie un peu de la morale ou de la bien-pensance. En revanche, l'éthique, la façon dont on conçoit nos actions et quel sens on met derrière, et se mettre en cohérence avec ses idées, ça me semble indispensable. Qu'est-ce que c'est ton éthique à toi ? Mon éthique à moi, c'est de porter les valeurs auxquelles je crois. C'est d'essayer dans mon comportement d'être en adéquation avec ce que je pense. Et c'est d'être quelqu'un de fiable et de réfléchi. Voilà. D'essayer de mettre un peu de réflexion et de connaissance derrière ce qu'on fait. Alors Nicolas, pourquoi tu es venu aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, on se rencontre, je crois, devant les anciennes galeries Lafayette de Grenoble, parce que je participe à une action contre l'arrivée de Chine à Grenoble. Enfin, en tout cas, l'arrivée physique dans les magasins. Pour moi, c'est quelque chose qui a du sens, parce que ça incarne vraiment tout ce qui, pour moi, est dangereux dans le monde qu'on vit ou dans le monde à venir. L'exploitation des uns par les autres, la manipulation des masses par le marketing, voilà, puis la mise en danger des gens, en fait. Voilà. Et puis l'ultra-libéralisme, quelque chose un peu sans contrôle, sur lequel c'est compliqué d'avoir prise, mais sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et je pense que à la fois il y a des actions collectives et des choses qui se situent à des niveaux qu'on n'a pas en tant que simple citoyen, mais il y a aussi des petites actions ou des choses qui peuvent faire la différence, ou en tout cas qui peuvent montrer que tout le monde n'est pas d'accord et que tout le monde n'est pas insensible ou indifférent. Une semaine après le démantèlement du devoir de vigilance par le Parlement européen, est-ce qu'on peut encore dire que nous, États occidentaux, nous sommes meilleurs dans ces conditions-là ? Ah, mais moi je pense qu'on n'a jamais pu dire qu'on était meilleurs. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans nos passés, se croire meilleur, c'est un des fondements de l'impérialisme, en fait. Et de la domination des uns par les autres. Et ça, moi, je ne considère pas qu'on est meilleur. Loin de là. Il y a par contre, qu'est-ce qu'on peut incarner et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre aussi dans le reste du monde. Mais le modèle occidental, si on veut le plaquer ailleurs, on a déjà vu à quel point ça pouvait être néfaste. Voilà. Chine revendique 23 millions de clients en France. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui dénoncent une forme d'hypocrisie de ces rassemblements-là ? Alors, moi je réponds qu'il y a par sa communication, son marketing à outrance, et faire croire aux gens leur faire penser qu'ils peuvent tout consommer et sans conséquence. Moi, à mon sens, l'hypocrisie, elle vient de Chine. Et faire penser laisser penser à l'opinion publique ou aux gens qu'ils ont le choix et qu'ils sont libres et qu'ils ne font que répondre à une demande. En fait, à mon sens, c'est eux qui ont créé ce besoin, qui ont créé ce fonctionnement-là. Et du coup, l'hypocrisie leur revient, en fait. Tout ce qui est culpabilisation des gens, moi, j'y crois pas. Par contre, à l'information et au fait de faire prendre conscience
aux gens, que ce soit dans la rue ou derrière leur écran, de l'impact de leurs actes, ça, pour le coup, je pense que c'est nécessaire. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est quoi l'origine de ce besoin compulsif de consommation? Que l'on parle de vêtements ou d'autres choses d'ailleurs. Alors, je suis pas suffisamment calé ni en sociologie, ni en psychologie pour analyser tous les ressorts qui sont derrière ça. Je pense qu'on a tendance, chaque humain, à un moment donné, à avoir la volonté d'assouvir des besoins et de pas forcément toujours avoir la faculté d'analyse ou de recul sur le bienfait ou la nécessité de ce besoin. Après, une des clés pour ça, j'y reviens, c'est l'éducation et c'est de se dire ok, j'ai ce besoin-là. Est-ce que si j'attends un tout petit peu, est-ce que si en me disant peut-être que dans 1 heure ou 2 j'en aurais plus envie, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre? Et du coup, quand on est devant, je sais pas, son panier sur internet ou en magasin, de se dire allez, je vais faire un petit tour, je reviens et si j'en ai toujours besoin, ok. Mais sinon, peut-être que c'est pas nécessaire. Bonne technique ça. Voilà. Quel message t'aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent? J'aimerais dire que la seule chose pour laquelle l'avenir serait foutu, c'est si tout le monde devient indifférent. Et que la principale chose sur laquelle il faut lutter, c'est sa propre indifférence. Et c'est un travail à faire sur soi-même. Et rester sensible à ce qui se passe autour de nous, que ce soit vis-à-vis des autres humains, du quotidien des gens ou de la nature ou de ce qui nous environne. Voilà, garder de la sensibilité et ne pas être indifférent. Et pour terminer, la question. Quelle question? Il a déjà réfléchi en fait. Non, mais comme tu m'avais dit qu'il y allait avoir ça. Tiens, on va rester dans ce même thème-là. Comment tu lutterais contre ta propre indifférence? Intéressant. J'aime beaucoup. Mais j'aurais pu reposer la question sur l'éthique, ça m'a bien fait réfléchir. Mais le jeu, c'est pas de poser la même question. Merci Nicolas Merci à toi. pour ton partage. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? De rester vigilant et heureux. Mais je pense que l'action aide à se sentir mieux. Mais ça peut être difficile de passer à l'action parce que une avalanche d'informations et de mauvaises nouvelles peut avoir un effet paralysant. Donc ne pas être paralysé et d'y aller. Voilà. Super. Et c'est ce que je souhaite à tous tes auditeurs aussi. Merci en tout cas. Merci à toi. À plus tard. À plus tard. Je m'appelle Inès. Inès. Donc Inès, tu m'as abordé pour me parler d'Action contre la faim. Ouais. Et donc moi je t'aborde en retour pour le podcast Fragment d'essence. Ouais. Pour te présenter un petit peu en quelques mots. Est-ce que tu te rappelles le dernier compliment qu'on t'a fait? Pour être honnête, on m'en fait beaucoup là en ce moment avec le travail que je fais. Parce que je défends des valeurs qui sont quand même très très cool. Et donc même les gens qui me donnent pas, ils me font plein de compliments. Donc j'en reçois plein. Et après moi-même, je m'en fais beaucoup aussi. Ah ouais? C'est comme ça qu'on a confiance en soi. C'est pas mal. Donc je dirais, t'es incroyable, change pas. C'est surtout ça que j'entends. Donc là, j'ai une question pour toi de Nicolas Ok. qui te demande comment est-ce que tu fais pour lutter contre ta propre indifférence? Ma propre indifférence, je lutte pas. Je lutte pas. Mais en fait, moi, je prends la vie assez comme elle vient et surtout comme moi, je ressens les choses et je m'écoute beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que si le jour où je suis indifférente, que ce soit par rapport à quoi que ce soit d'ailleurs, je suis indifférente et je vais pas me forcer à quoi que ce soit. Ouais, je pense que je prends les choses comme ça vient. Et c'est ok aussi d'être indifférent. Je pense qu'on a tous le droit aussi d'être dans notre bulle et à un moment donné, quoi. Alors pour remettre un petit peu de contexte, parce que Oui. ça a de l'importance, on parlait d'indifférence par rapport aux événements du monde. En l'occurrence, on parlait
parler de Chine, de l'environnement, de l'éthique, ce genre de choses. Ah, bah, je suis pas du tout indifférente. Moi. Pas la même Ah non, la je suis différence. pas du tout indifférente alors dans ce cas. Non, bah, c'est un combat que je fais tous les jours. Je lutte contre ça. Je m'énerve contre ça avec des gens dans la rue et on s'énerve ensemble et ça fait du bien. On extériorise un peu notre anxiété parce que c'est très anxiogène tout ce qui se passe, je trouve, et de plus en plus parce que c'est de plus en plus la galère. Comment je la gère? J'extériorise, ouais. J'extériorise avec les gens, j'extériorise avec mes collègues. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont aussi indignés que moi par rapport à tout ce qui se passe. Donc on s'énerve ensemble contre le monde. La société changera quand la morale et l'éthique infuseront notre réflexion. Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais c'est vrai que c'est plus... on est très égoïstes, nous, les humains. C'est plus... on s'en fout de la morale, on s'en fout de l'éthique. Enfin, quand je dis on, je parle vraiment au nom de l'humanité, en tout cas aujourd'hui, dans sa globalité. Ouais, À quoi c'est dû alors? C'est dû au fait que on se monte la tête parce que il y a des personnes influentes dans ce monde qui nous montent la tête et qui nous convainquent de choses qui ne sont pas forcément vraies. Et parce que aussi on a besoin de, je pense, se sentir important pour nous-mêmes. Je veux dire, moi-même, j'ai besoin de me sentir important pour moi-même. Et souvent, ça veut dire qu'on se fait passer avant tout et que du coup, on oublie un peu l'humanité, on oublie un peu ce qui se passe de mauvais ailleurs pour rester concentré, focus sur notre bien-être. Peut-être c'est une manière de se sauver aussi, c'est une manière de se protéger. Je pense que c'est beaucoup une manière de se protéger en fait. Comment on apprend à s'écouter? Alors moi, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Moi, toute ma vie, on m'a dit... tant que tu t'écoutes, c'est le principal. Tant que tu te respectes, c'est le principal. Et je pense que le corps, je pense qu'on l'a oublié à travers les générations et aussi via les cultures qui ont été plus ou moins imposées dans notre société. Mais notre corps, il nous dit beaucoup de choses en fait. Quand on a mal au ventre, c'est que... non, j'ai pas l'exemple du ventre, mais je sais que quand on a mal, par exemple, à la tête, c'est que il y a des choses qu'il faut qu'on évacue. Quand on a mal à la gorge, c'est qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise, qu'on prononce. Je pense que si on écoutait plus vraiment nos ressentis et sur l'instinct, ça serait mieux. Ça serait plus cool. Voilà. Donc ça fait depuis combien de temps que tu es chez Action contre la faim? Alors moi, je suis recruteur de donateurs pour plusieurs associations. Là, ça fait 6 semaines que je fais pour Action contre la faim. Mais en fait, ça dépend des missions. Je vais être pour Oxfam aussi, je vais être pour Médecins du Monde, pour SIDAction. Ça dépend des associations qui font appel à nous. Nous, on fait partie d'une scope qui s'appelle la Collective. Donc, c'est une coopérative de travailleurs qui est sous-traitée du coup par les associations pour aller recruter dans la rue. Ok. Et Donc là, ça fait 6 semaines pour Action contre la faim. Ok. Et donc ça, c'est ton travail? C'est mon travail, ça va le devenir en tout cas. Je pense que je vais vraiment commencer à y passer tout mon temps. Je vais peut-être même passer en CDI. L'idée, c'est de continuer. Moi, j'adore ce boulot. En plus, c'est très social. On parle à plein de gens. Et du coup, on apprend un peu à comprendre quelle est la société d'aujourd'hui, mais en réel, quoi. Parce qu'on tombe sur tous les profils, littéralement. Et c'est hyper intéressant, sincèrement. Je pense que je vais continuer comme ça. Et comment ça t'est venu alors? Ça m'est venu parce que moi, depuis que j'ai l'âge de le faire, je soutiens des associations. Mes parents m'ont toujours poussé à soutenir des associations. Enfin, sans me dire soutien des associations, mais eux le faisant déjà de leur côté. Et un jour, j'ai rencontré un recruteur de donateurs dans la rue pour Oxfam, avec qui j'ai signé un bulletin. Du coup, maintenant, je suis donatrice pour Oxfam. Et en fait, en signant avec lui, je me suis dit, mais pourquoi moi, je fais pas ça? Parce que ça me correspondrait bien. Je suis très à l'aise à l'oral. Je m'en fous de parler aux gens. Je m'en fous de prendre des refus.
Et donc du coup, je me suis dit que c'était une belle manière de mettre en avant mes valeurs et d'être actrice à mon niveau aussi pour ces associations. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école et que tu as peut-être un petit peu appris sur le tard? Moi, j'aurais aimé apprendre à gérer déjà. Enfin, moi, je trouve que dans l'éducation, il devrait y avoir plus de santé mentale, plus de trucs concrets, par exemple, gérer ses finances, mais des trucs très concrets, des trucs de la vraie vie. Comment je fais pour déclarer mes impôts. Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà le cas, parce qu'en fait, c'est des choses dont on est obligé de passer par là. Pourquoi on l'apprend pas à l'école et pourquoi on doit se débrouiller quand on arrive dans la vie d'adulte, qu'on est un peu perdu et qu'on sait pas où donner de la tête. Voilà, peut-être apprendre un peu plus la vie en communauté, montrer que on est des humains et que il faut se soutenir. Je vois des gens qui font la manche dans la rue et il y a des gens qui leur disent même pas bonjour, qui regardent même pas. Moi, j'essaie toujours de faire un petit. Enfin, on est tous des humains, merde, on pourrait être à sa place. Soyons humains, quoi. Soyons humains avec les humains et voilà. Donc apprendre à être plus humain à l'école et apprendre à faire des trucs d'adultes. Voilà. On aime bien demander aussi aux gens ce qu'ils prendraient avec eux s'ils allaient sur une île déserte. Mais je vais changer un petit peu. Tu pouvais prendre une personne avec toi, mais que tu connais pas personnellement. Tu veux dire quelqu'un de connu, enfin en tout cas de... Parce que sinon moi je prends là la dame qui passe à côté et on y va et on fera connaissance. Mais si je demande quelqu'un que je ne connais pas, je prendrais quelqu'un de Peut-être avec qui très drôle. Je crois que je prendrais quelqu'un de très drôle. Je prendrais Gad Elmaleh avec moi parce que je l'aime bien ce mec. Voilà. Si tu avais un message à transmettre aux gens qui nous écoutent. Prenez soin des humains et soyez tous... On est une communauté, les gars. S'il vous plaît, venez, on se serre les coudes et on marche ensemble dans la même direction parce que là, au lieu de se battre, je trouve que c'est pas très productif, en fait, ce qui se passe dans notre société, dans le monde entier. Hein. On se bat parce qu'on a des valeurs différentes, mais on est tous des humains et je trouve ça dommage, quoi. Essayez de comprendre les autres, en fait. Voilà. Ce serait ça. Et pour terminer, quelle question tu aimerais que je pose à la ou aux personnes Prochaine suivantes? personne. Ouais. Comment tu vis le fait de vieillir? Enfin, quelle est ta chose intéressante de comprendre le rapport au temps des gens? Donc, posez-lui la question de comment il vit le fait qu'un jour il va mourir et que entre ce moment-là et le moment présent, il reste un certain nombre d'années. Comment il vit le fait que... C'est ça ma question, t'as compris? C'est une question qui te touche particulièrement? Moi, j'ai pas peur de la mort. Enfin, en fait, je pense que j'ai fait un gros travail là-dessus. J'ai pas peur de la mort. Je pourrais mourir demain. Moi, je fais toujours ce qui me plaît. J'ai aucun regret dans ma vie. Donc, je vis la vie d'une manière très saine, je pense. Mais je vois beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup. Et je me dis, mais ces gens-là, ils profitent pas en fait du temps qu'ils ont. Et je trouve ça dommage. Parce qu'on n'a pas un temps qui est infini. Tant qu'à faire, on n'a qu'une vie. Tant qu'à faire, autant la vivre à fond. Et dans le bien-être, quoi. Voilà. Merci Inès pour ton partage. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? De continuer comme ça, parce que je suis bien. Super. Merci bon infiniment. courage. Passez une bonne journée. Allez, merci, bonne continuation. Salut. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Je m'appelle Lise. Et moi, Marc. Marc, moi c'est Florian. Enchanté. Enchantée. Alors si je vous demandais de vous décrire l'un l'autre en un mot,
qu'est-ce que vous diriez? Ah, pas facile. C'est ma fille. Donc formidable. Évidemment. Heureusement que t'as dit ça. T'as intérêt à Moi, bien c'est- choisir, toi, maintenant. Merveilleux. C'est mon père. Merveilleux. Formidable et merveilleux. Maintenant, une Ça fait critique. une belle famille. Une critique. J'en trouve pas beaucoup. Hein. Tellement de qualité que pour trouver étourdi, on va dire. C'est marrant, j'allais dire la même chose de toi. On se demande d'où ça vient. On est sur la même famille. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. J'ai une question pour vous d'Inès qui vous demande quel est votre rapport au temps qui passe? Qu'est-ce que ça vous fait de vieillir? Alors moi, j'ai 65 ans, donc évidemment, il y a un petit peu de temps qui est passé dans ma vie. Ma vie est quand même pas mal écoulée. Eh bien, la vie est trop courte. Qu'est-ce que ça vous fait Le temps passe trop vite. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire qu'un jour toute personne va mourir? C'est encore la question d'Inès. Bah, c'est quelque chose de normal qu'on intègre en vieillissant. On sait qu'on n'est pas éternel, qu'on est là de passage. Donc voilà, essayer de profiter de la vie. Et il y a une petite phrase là qui me revient, c'est l'homme a deux vies. Il commence la deuxième quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une. Je me rappelle Voilà. plus de qui elle est. De Confucius. Confucius. De Confucius. Et je trouve que c'est assez vrai. C'est que quand on est jeune, on n'a pas cette vision, on a l'impression qu'on a plein de vie devant soi, qu'on peut faire un tas de trucs. Et puis plus on vieillit, plus on s'aperçoit que effectivement on revient à l'essentiel, sur soi-même. Et que le temps passe. Et puis on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de vie devant soi, que celle qui nous reste, il faut en profiter, quoi. Et moi, je dirais que je suis plus jeune. Alors, pour le moment, j'apprécie le temps qui passe. J'ai l'impression qu'on se connaît de plus en plus à mesure que le temps passe et c'est quand même un sentiment qui est très agréable. Après, je pense aussi que savoir qu'il y a une fin, ça permet de plus profiter pleinement de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de vivre. Du coup, tant mieux. Vivre éternellement, ça doit être un petit peu lassant, j'imagine, à force. Quelle personne vous prendriez avec vous si vous alliez sur une île déserte et ça doit être quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement? Oh, waouh. Je vais Oh la encore vache. compliquer un petit peu plus. Ok. Vous devez prendre la même personne tous les deux. Oh la vache. Mais déjà, il reste plus qu'une personne, donc. Bon, bah, t'as trois. Oh punaise. Bon, bah, choisis, hein, parce que. Elle choisit tout à chaque fois. Ça doit être quelqu'un que vous avez en commun, je sais pas. Ça peut être une personnalité qui vous inspire tous les deux. Si on va sur une île déserte, Je me rappelle qu'on avait fait... moi, je pense qu'il faudrait qu'on prenne un Survivor. Ah ouais, Un mec qui va aller faire la chasse, qui va nous nourrir, parce que sinon on va crever tous les c'est deux. vrai ça. Il faudra qu'on en choisisse un Survivor là, pour essayer à. Denis Brognard, comme ça, il nous anime la version Koh-Lanta de notre île déserte. Et il n'en restera qu'un. Comment vous diriez que votre relation père-fille a évolué au fil du temps? Oh bah, elle évolue tout le temps. En 27 ans de temps, évidemment, de bébé à aujourd'hui, il y a toutes les phases de la vie. On en parlait tout à l'heure du temps qui passe. Le temps qui passe, eh bien, il nous change, on évolue. Et la relation qu'on a, évidemment, ensemble aujourd'hui, c'était pas celle qu'on avait il y a 10 ans. Déjà, il y a ça 20 change ans, beaucoup d'être voilà, adultes tous les deux maintenant et plus être dans un rapport de père-enfant et éducation, même si ça ne s'arrête Ouais. jamais. Parfois, il y a encore des petites phrases comme « tu ne fais pas assez ton lit » qui restent et qui persistent, bien sûr. Il faut toujours garder un petit truc de l'enfance. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on peut rentrer dans une relation qui est quand même plus adulte et plus sur des débats et des visions de la vie, surtout une fois qu'on sort du cocon familial et qu'on grandit avec ses propres idées. Voilà, donc peut-être que la relation qu'on va avoir maintenant, entre 27 et
les 10 ans qui viennent, jusqu'à 75, elle sera peut-être... elle changera moins, c'est sûr, que la relation qu'on a pu avoir entre sa naissance et ses 27 ans aujourd'hui. Et de toute manière, les relations père-fille, toutes les relations de toute manière, en général, elles évoluent avec le temps, avec ce qu'on traverse dans la vie, il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Justement, rien n'est droit. Est-ce que vous avez une passion commune, par hasard? Bien manger, Ouais. La gourmandise, je pense à la gourmandise. Ouais. bien boire. Et je pense à la gourmandise, oui. Ouais. Bon vivant. Voilà. Alors, on aime bien venir aussi avec une citation différente à chaque épisode. J'ai une citation de Pierre Rabhi. La société changera quand la morale et l'éthique investiront notre réflexion. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelque chose d'éternel. Je pense que chaque temps a sa morale. La morale, elle évolue toujours. Et c'est jamais fini. Quand on pense qu'on est dans une moralité, cette moralité est souvent cassée par des nouvelles idées. Et on revient encore sur une nouvelle. C'est quelque chose qui se répète sans cesse et à l'infini. On n'a pas la même aujourd'hui. Justement, on vient de voir un petit film qui parlait de l'amour violet, du rapport qui a pu y avoir sur le corps des femmes. Voilà, c'était quelque chose qui a 40 ans. Et c'est quelque chose qui est sans cesse renouvelé. La moralité, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec les personnes et le regard que l'on a. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les différentes générations, c'est que les moralités sont différentes, parfois entre les parents et les enfants, et on partage un même espace-temps, mais sauf que les regards sont différents sur le temps en fonction de son âge. Et voilà, je pense que ça m'évoque un peu ça, un éternel changement et conflit, parce que les moralités, ça amène des conflits aussi. Ça, c'est sûr. Je pense que le principal problème des sociétés, c'est qu'on n'a pas tous la même morale et la même vision des choses, et que c'est ces choses-là qui se confrontent, qui créent des soucis, des désententes et des désaccords. Mais il faut essayer de trouver le plus possible quelque chose qui peut être moral et éthique et convenir au maximum. Voilà, le rapport des uns aux autres change, les valeurs changent, les priorités changent. Ça modifie évidemment les visions et les perceptions de chacun et chacun la sienne par rapport à son temps et à son environnement. Je pense que on n'a pas les mêmes moralités ou la même manière de voir les choses. Sûrement, très certainement, on en partage, mais pas doute entre ma fille et moi. Mais on peut le voir aussi par rapport à l'endroit où on vit sur la Terre. On fonctionne pas pareil. Et on a chacun ses valeurs. Si vous aviez un projet à porter, et surtout si vous avez les moyens de le porter, j'ai l'impression que vous avez une belle complicité. Donc je me dis peut-être un projet à faire tous les deux. Un projet à faire tous les deux, tu vas le choisir. Moi, ouais. Ok. Mon projet, c'est de choisir un projet. À ce point-là, En tout cas, à faire ensemble. J'espère que ton projet, c'est pas repeindre tout ton appartement et faire des travaux dedans, parce que sinon, c'est ça pas parle bien. de vécu là ou anticipation? Non. C'est pas vécu, mais ça pourrait le devenir. Ça pourrait arriver. Je pense à mes 5 étages et là, ça le met mal. Quel message vous aimeriez partager? Conserver le rapport qu'on a ensemble et une certaine complicité. C'est ça le projet finalement. Ouais. C'est ça le projet. Et pour terminer, quelles questions vous aimeriez poser aux prochaines personnes que je vais rencontrer? Bien, parce qu'on parle du temps qui passe. Demander s'il leur reste une semaine à vivre, qu'est-ce qu'il ferait de cette semaine? Comment qu'il emploierait? Intense. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Le Eh meilleur. ouais, que tout se passe Le bien. meilleur. Déjà qu'on aille se réchauffer, boire une petite mission. Ouais, moi aussi là. Il va nous mettre une petite bûche dans le ventre. Fin de journée là. Super.
Merci Sinon- beaucoup. Merci. Et puis, bon Merci. courage pour la suite des interviews. Merci, non, là je rentre. Ah ouais. Allez, bonne fin de journée, au revoir. Agroécologue, écrivain et philosophe, Pierre Rabhi conditionne les changements de la société à 2 choses. La société changera quand la morale et l'éthique investiront notre réflexion. En clair, soyez tous conscients et responsables, et alors peut-être que le changement pourra survenir. Pourtant, comme nous avons pu l'aborder, on voit bien que la morale et l'éthique ne sont pas ou plus des boussoles de nos comportements au quotidien. On nous parle souvent dans Fragments d'essence de montée des individualismes et de notre tendance à de plus en plus favoriser nos intérêts personnels. Après tout, si je ne le fais pas, quelqu'un le fera pour moi. Autant penser à moi d'abord, les autres feront bien ce qu'ils veulent et ils feront probablement la même chose. Et puis une fois, juste une fois, ou peut-être 2, 3, peu importe, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le dernier, et d'autres font certainement pire que moi. Pourquoi me tenir à une forme de bonne conscience si elle n'est non seulement pas valorisée, mais en plus pas reproduite autour de moi? Ce sont peut-être ces réflexions-là qui nous amènent à acheter au mépris de l'environnement et de l'humain, mais au moins c'est moins cher et ça m'apporte peut-être aussi une forme de réconfort ou de plaisir fugace. Peut-être que ce sont ces mots-là qui nous font de plus en plus accepter le pistonnage, le favoritisme, les pots de vin. Peut-être que ce sont ces propos-là, rassurants, qui nous font oublier que tôt ou tard, quelqu'un paiera pour nos actions. Derrière la société, pour moi, il y a un petit peu cette notion d'interconnexion. La connexion, le lien, c'est ce qu'on fait avec Fragments d'essence, mais à l'ère des réseaux sociaux et du communautarisme, il devient si facile de vivre dans sa bulle et d'oublier le monde autour de nous. Et c'est en oubliant cette interconnexion, peut-être, que la morale et l'éthique, certes propres à chacune, sont relégués au plan d'idéaux, de vieilles utopies. Et donc de ma propre interprétation, j'ai un petit peu envie d'élargir cette citation de Pierre Rabhi en concluant que la société non seulement changera, mais surtout se portera bien quand la morale et l'éthique seront les boussoles de nos réflexions. Alors dans cet épisode, on a parlé de Chine et de surconsommation avec Nicolas, d'engagement associatif et du besoin de revenir à des valeurs plus humaines avec Inès, ou encore de temps qui passe et de ce que ça fait de devenir adulte avec Marc et Lise. Comme toujours, merci à elles et eux pour leur partage, ainsi qu'aux rencontres faites sur place qui ne figurent pas dans cet épisode. On entre en période hivernale et c'est forcément un petit peu plus compliqué d'enregistrer, notamment quand il fait aussi froid. J'étais pas fâché de rentrer chez moi bien au chaud, mais dans le même temps, n'oublions pas que ce qui compte vraiment, ce sont ces rencontres, ces partages, ces points de vue et expériences à échanger, et ces rires, ces regards, ces sourires qui font chaud au cœur, quelle que soit la météo. Alors je te souhaite une belle journée ou fin de journée, prends bien soin de toi et des gens qui t'entourent. La semaine prochaine, c'est Alex qui te reprend pour l'épisode 56 de Fragments d'essence. Et d'ici là, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.